Je suis Denis Chabanex, associé fondateur de Ineo Strategic Impact. À la création de Ineo Strategic Impact, il y a quelques mois, nous écrivions: Nous vivons dans un monde disruptif et imprévisible où toutes les industries et les chaînes de valeur sont impactées. Un changement fondamental de rythme, de méthode de réflexion et de prise de décision stratégique s'impose au board et aux dirigeants. Les méthodes conventionnelles sont dépassées et doivent laisser la place à la clairvoyance, au pragmatisme, à l'agilité et à l'efficacité dans la gestion de l'urgence. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation d'urgence. Les méthodes traditionnelles sont dépassées. La méthodologie que je vais vous présenter s'inspire de notre expérience de plusieurs années dans le retournement d'entreprise, dans la transformation d'entreprise et dans la gestion avec les investisseurs, notamment les investisseurs de private equity. C'est une approche pragmatique qui est développée avec des professionnels du terrain et qui vous permettra sans doute d'avoir une vision un peu différente de la gestion de votre activité dans cette période de crise. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Nous venons de rentrer dans la crise la plus profonde du monde moderne. Combinant une crise sanitaire, une crise économique et augurant d'une crise financière et vraisemblablement sociale, politique, voire géopolitique. Les crises antérieures, 1929, crise économique résultant de surproduction et de bulles spéculatives, 2001, bulle Internet et crise géopolitique avec le 11 septembre, 2008, crise financière résultant de spéculation et de produits toxiques. Rien de tel n'était jamais arrivé. Une crise mondiale, mais également individuelle, touchant chacun d'entre nous et nos familles. Pour une entreprise, comment sortir indemne de cette crise? Comment la crise va et doit changer votre façon de voir? En fait, c'est très simple. Vous voilà redevenu une start-up. Votre entreprise est revenue à la case départ. Vous voilà une start-up. Ce qui compte, ce sont vos liquidités disponibles, rien d'autre. Ne vous attendez pas à ce que vos investisseurs remettent au pot, que ce soit votre private equity ou les marchés financiers. Vous voilà en train de faire votre première levée de fonds. Les subventions gouvernementales ne sont pas extensibles à l'infini, car le niveau de dette souveraine est très élevé. Les prêts devront être remboursés, ce qui obérera sur vos ressources en free cash pour innover et investir. Les banques ne vous octroieront de lignes supplémentaires que s'il y a des garanties d'État et un risque jugé raisonnable. Les faillites d'entreprises pouvant déclencher un véritable tsunami de faillites bancaires. Ce qui va devenir déterminant, c'est d'abord votre résilience. Cela dépendra de votre secteur, de votre position stratégique, de votre pays d'intervention. Bien sûr, ça dépendra également de vos liquidités de début de crise, de votre capacité de financement, ligne de crédit actuelle, négociée déjà, vos actionnaires, familles, private equity, actionnariat boursier. Le timing de la durée de la crise va dépendre de toutes vos projections. Or, la durée de la crise est imprévisible. Ne croyez pas ceux qui vous donnent des fins de crise. Cela prendra des mois, pas des semaines, et vos décisions auront des conséquences bien après la fin de la crise, quand il faudra rembourser les prêts et les lignes de crédit. La profondeur de cette crise, à quel degré l'économie va être impactée, à quel degré le secteur dans lequel vous êtes va être impacté. C'est une crise planétaire qui affecte successivement toutes les économies du globe, les circuits d'approvisionnement, vos clients internationaux, les monnaies, etc. Alors, qu'est-ce qui vous permettra de triompher de cette crise et de sortir plus fort à la fin de la crise? Pas simplement une meilleure gestion de liquidité, ce n'est pas une question de meilleures pratiques comptables, mais une revue de toutes vos activités, de vos opérations et de votre bilan sur une base cash. Deuxièmement, préparer plusieurs scénarios. Il faut raisonner en termes de scénarios car, comme je l'ai déjà indiqué,
la fin de crise n'est pas prévisible et personne aujourd'hui ne peut la prévoir. Vérifiez quotidiennement celui qui est en cours et ajustez vos actions en conséquence. Troisièmement, réfléchir de manière non orthodoxe. Dans un monde où les marchés se sont effondrés et les prêteurs de dernier recours ne sont plus là. Préservez autant que possible, enfin, votre écosystème, vos relations avec vos fournisseurs, vos clients, vos employés et investisseurs clés. Ce sont ceux qui seront là lorsque la reprise sera également là. Cinquièmement, encouragez l'agilité de votre équipe dirigeante. Créez un cabinet de guerre, agir avec détermination, contrôlez votre performance par rapport au scénario élaboré. Alors nous avons développé une approche et un schéma, une méthodologie systématique pour affronter la crise. Ça reprend les éléments classiques du calcul de cash flow, mais ça le met dans une perspective de crise, dans une perspective quasiment de retournement d'entreprise. Cette méthodologie permet d'affronter la crise dans les meilleures conditions pour pouvoir justement avoir assez de cash pour passer cette crise. Bien sûr, la première étape, c'est de comprendre quelle est votre position de liquidité de départ. Ça, vous le savez, peut-être. Deuxième niveau de l'analyse, c'est le cash flow opérationnel. Par cash flow opérationnel, nous comprenons à la fois le BFR, mais également tous les éléments de coût sur une base cash. Et nous allons revenir sur ce point. Le troisième niveau de cash flow, c'est le cash flow d'investissement. C'est tous les investissements que vous avez prévu de faire pour maintenir l'outil de production, ou maintenir votre activité à un niveau raisonnable, mais également de prévoir des investissements pour se développer, pour croître. L'objectif, là, est de maintenir l'outil et de préserver le futur. Il ne faut pas, en éliminant des investissements qui n'apparaissent pas être stratégiques, vous trouver dans une situation où le futur est obéré par un manque d'investissement. Troisième niveau, c'est le cash flow de financement. En effet, il vous faut prévoir assez de ressources financières pour pouvoir investir, vous développer et maintenir l'outil en état. Et là, il s'agit d'assurer d'avoir une charge financière supportable. En effet, l'endettement qui sera pris pendant les périodes difficiles devra être un jour et sans doute assez rapidement remboursé. À partir de ce schéma d'analyse, de cette méthodologie classique, mais spécifiquement appliquée à la crise, c'est-à-dire vue sous une forme de cash et non simplement d'une forme de compte d'exploitation, vous devez partir de scénarios, de différents scénarios qui vont tenir en compte notamment la durée et la profondeur de la crise selon les secteurs dans lesquels vous êtes, selon les géographies, les pays, puisque la France n'est pas le seul pays affecté, loin de là, c'est une crise mondiale. Et donc, chacune des géographies dans lesquelles vous êtes, surtout si vous exportez, si vous avez un degré d'internationalisation élevé, va avoir un impact évidemment sur votre activité. À partir de cela, et selon les différents calculs qui peuvent être faits sur une base cash, il permettra de sortir un niveau de free cash suffisant. Ici, il faut viser à avoir un free cash neutre, c'est-à-dire, ou évidemment positif si vous le pouvez, mais faire en sorte que l'EBITDA généré, plus les investissements nécessaires, tout ceci vous permet d'être à un niveau de cash neutre, c'est-à-dire de ne pas avoir à augmenter d'une manière forte d'autres sources de financement que celles qui sont prévues. En parallèle, il est évident qu'il y a tout un certain nombre d'actions de distribution de ce cash, de ce free cash, qui doivent être modifiées. Éliminer les dividendes, et je sais que c'est un sujet difficile dans le cas évidemment d'acteurs cotés notamment, et toute distribution non indispensable. Les comptes courants d'associés, les rachats d'actions, les remboursements de dettes anticipées, etc. Évidemment, l'élimination des dividendes pose un problème majeur pour les entreprises en LBO
qui doivent faire remonter une partie du cash dans les holdings de tête. Alors, l'élaboration de scénarios permettra de mieux projeter le niveau de free cash. Voici un exemple que nous avons pris euh, qui tient compte d'hypothèses de durée de la crise. Euh, Travaillons sur des hypothèses plutôt à moyen terme, de l'ordre au minimum de 12 mois, avec des étapes évidemment différentes. La première étape, qui est reflétée tout à fait en haut par la courbe de contagion du virus, montre évidemment les différentes étapes de croissance et puis, il faut l'espérer, une décélération de cette courbe et une diminution du nombre de contagions. Toutefois, il n'est pas impossible, et certains experts le prévoient, qu'il y ait une possibilité de reprise de contagion et donc une possibilité d'un retour de la crise peut-être vers l'automne ou l'hiver prochain. Donc ça, c'est une hypothèse, un scénario sur lequel travailler. À partir de ce scénario, et selon votre secteur, certains secteurs sont énormément impactés, d'autres beaucoup moins, mais en moyenne, l'économie globale va être impactée. C'est de comprendre quel est l'impact économique global et de votre secteur et, selon la méthodologie que nous avons montrée, d'en déduire le niveau de free cash qui en résulte. Et là, vraisemblablement, on va se trouver dans une situation où les réserves de free cash ou la capacité de générer du free cash antérieur va se trouver obérée très rapidement. On se trouve dans une situation où le free cash devient négatif, ce qui veut dire qu'il est besoin de trouver d'autres sources de financement, ne serait-ce que pour survivre. Donc cette activité prévue de free cash, doit être rapidement compensée par un programme qui concerne tous les éléments de cash flow tels que nous l'avons vu, pour revenir le plus vite possible à une situation neutre. Donc ceci, c'est le free cash avant toute action telle que nous les préconisons. Il faut aussi prévoir que la reprise de l'activité de l'entreprise ne se fera pas en un jour, que la reprise des ventes, que le recrutement peut-être de personnel qui ont été licenciés ou qui ont été mis en chômage partiel, le retour du personnel dans des conditions de santé nécessaires, tout ceci va prendre du temps. Et le redémarrage de l'écosystème, comme on le voit actuellement d'ailleurs en Chine, prend beaucoup plus de temps que prévu. Il faut que tous les fournisseurs, tous les clients se retrouvent au même moment dans une chaîne qui souvent est tirée au cordeau et donc demande une reprise instantanée des différents acteurs. En plus, il faudra prévoir le remboursement des prêts, parce que les prêts qui aujourd'hui vont vous permettre de passer cette période difficile, donc de revenir à une situation de free cash neutre, ce remboursement de prêts va être une utilisation de free cash par la suite. Donc, va vous demander de repenser à d'autres sources de free cash pour compenser ces remboursements. Personne ne peut prédire la durée de la crise. Personne ne peut dire qu'elle sera courte non plus. Donc, vos scénarios doivent se faire sur une période assez longue, sur une période de 12-18 mois minimum, et peut-être plus longue pour les investissements stratégiques. Alors, regardons dans le détail les différents éléments de la planification financière stratégique. Le premier élément que nous avons présenté, c'est le cash opérationnel. Là, le raisonnement est le suivant. On part d'une position de liquidité de départ, on calcule les cash flows opérationnels ajustés de la baisse d'activité, la baisse des ventes, baisse de tout type de revenus, et l'impact de la crise sur le BFR. L'objectif ici, c'est de préserver les bidas, de préserver une génération de cash positive et d'optimiser le BFR, mais en prenant le cash comme une contrainte dominante, c'est-à-dire de regarder vraiment la manière d'optimiser le cash en fonction d'un certain nombre d'actions que je vais énumérer.
Alors la réduction des charges opérationnelles, ce que vous voyez sur la gauche, il faut la voir en termes d'impact cash, c'est-à-dire de voir d'une manière immédiate, quelle génération de cash résulte de la libération des charges opérationnelles, de la réduction des charges opérationnelles. Donc, le premier point, c'est évidemment d'utiliser au maximum les facilités proposées par l'État, notamment en réduction, étalement des charges salariales, etc. De revoir les coûts opérationnels en termes d'efficience, refonte de la chaîne d'approvisionnement, des achats pour quantifier les réductions possibles. Il y a vraisemblablement sur tous vos circuits d'approvisionnement, sur vos circuits de production, des économies immédiates qui peuvent être faites. Ici, il faudra les chercher d'une manière exhaustive. Comme je le dis, il faut aller racler les fonds de tiroir. Revoir chaque poste de dépense, central ou local. Et là, il essaiera d'identifier systématiquement les dépenses non nécessaires ou qui peuvent être retardées. Et ça, c'est un processus difficile puisque, évidemment, la gestion antérieure de l'entreprise a fait que toutes ces dépenses étaient jugées nécessaires. Revoir les achats et utiliser au maximum les possibilités de révision, notamment de certaines charges, notamment des loyers, mais de le faire en négociation et de faire en sorte que ceci, évidemment, n'obère pas le futur en supprimant des points de vente ou des facilités de production qui pourraient s'avérer nécessaires. Mais c'est aussi le bon moment de réévaluer les clients, les bons clients, et les offres produits. Par exemple, le nombre de SKUs, le nombre de produits vendus sur les étagères, selon leur rentabilité. Très souvent, dans des situations favorables, on laisse se développer des produits qui n'ont pas une utilité ou une rentabilité nécessaire ou évidente. C'est le bon moment pour revoir tout ceci, revoir le type de client et de le faire d'une manière systématique pour pouvoir générer du cash assez rapidement. Deuxième grande partie du cash opérationnel est détaillée sur la droite. Ce n'est pas forcément totalement exhaustif, mais il s'agit de génération de liquidités supplémentaires dans le BFR. Et là, c'est de revoir systématiquement les projections des encours clients et fournisseurs en fonction de la baisse des activités. Il faut se faire d'abord un premier point réel de la situation et surtout en fonction des scénarios possibles. Évaluer ce qui va se passer dans les 15 jours qui viennent est relativement facile. Évaluer quels scénarios peuvent se développer et quel est l'impact de ces scénarios dans 3 mois, 6 mois est beaucoup plus compliqué. Donc, si on prend le compte fournisseur, il s'agit d'établir et négocier un plan de délai de paiement sélectivement selon le type de fournisseur. Et là, ça revient également à classifier ces fournisseurs sans les fournisseurs stratégiques ou des fournisseurs moins stratégiques, d'identifier les fournisseurs alternatifs pour les produits et pour les fournitures moins stratégiques. C'est un bon moment pour revoir le type de fournisseur que vous avez. Le compte client, évidemment, c'est d'essayer d'accélérer la collecte pour ceux pour qui vous êtes stratégique. C'est un peu l'inverse de l'équation. Utilisez le factoring si possible, si vous ne l'utilisez pas. Beaucoup d'entreprises de grande taille n'ont pas voulu utiliser le factoring dans le passé parce qu'elles n'en avaient pas eu besoin. Là, c'est le bon moment de le faire, à condition évidemment de trouver des facteurs qui veuillent bien vous offrir leurs services. Éliminez les clients non rentables ou non essentiels. Troisième niveau, et ceci n'est pas exhaustif évidemment, c'est les stocks. Produits finis, lancer un programme de vente à prix coûtant des produits des ventes et de revente de produits à prix coûtant des produits non essentiels. Débarrasser et réduire les stocks pour aussi vite que possible, notamment en termes de produits finis. Les produits semi-finis, c'est optimiser la production vers des clients produits les plus essentiels. Donc lorsqu'il est encore temps de pouvoir moduler la production qui était prévue, et prévue lorsqu'il y aura un début de reprise également, il s'agit vraiment de faire une analyse très fine de la rentabilité des clients et des produits pour que la production soit vraiment focalisée et optimisée vers des produits et des clients les plus essentiels.
Matière première, c'est revoir la politique d'achat et concentrer la production vers les clients produits pouvant réduire les encours de stock. Alors, bien évidemment, dans tout ce qui est supply chain et approvisionnement, les problématiques géographiques que je n'ai pas du tout adressées ici, de sourcing, sont tout à fait évidentes. Non seulement il faudra optimiser toute la chaîne, mais également l'optimiser avec une perspective géographique et de sécurité de l'approvisionnement. Tout ceci permet et c'est une itération en fait, notre méthodologie permet de regarder chacun des comptes et de faire une itération avec comme variable et contrainte dominante le cash. Donc quel niveau on réduit par exemple la production, à quel niveau on réduit les SKUs, quel niveau on réduit les clients, quel va être l'impact en termes de cash finalement dont on aura besoin pour refaire partir la machine ou pour continuer à l'opérer actuellement. Et ça, c'est une pratique qui est intéressante et importante en situation normale, mais elle est absolument essentielle en période de crise. Donc un seul guide, le niveau de cash. Alors, détermination les priorités en termes de génération de cash sont un peu, on a mis un certain nombre d'exemples ici, sur des opportunités immédiates de cash dont j'ai déjà parlé, par exemple en créant une cellule de recouvrement des impayés, en accélérant la facturation des paiements clients, des actions qui peuvent être rapides mais parfois douloureuses, c'est-à-dire perdre une partie de la marge en utilisant le factoring, passer des vieux stocks par pertes et profits pour vraiment déjà avoir une vision beaucoup plus claire du besoin de cash, hein. Si on traîne des stocks qui sont inutiles, autant les passer par pertes et profits ou de les brader s'il y a un public pour les acheter. Mais également, comme vous le voyez sur ce graphe, les changements structurels qui peuvent être mis en place peuvent avoir des résultats très importants. D'abord, profiter de cette période pour faire tout un certain nombre de choses qui vous permettront d'avoir une meilleure gestion du cash. L'automatisation des commandes, par exemple, la facturation, le suivi, segmenter les stocks, avoir créé des algorithmes de réapprovisionnement. C'est tout ça, c'est des projets que vous avez sans doute prévus, mais qui deviennent totalement essentiels dans cette période où il y a une possibilité de mettre tout ça en œuvre. Encore une fois, on parle d'une période de 12 à 18 mois, donc pas dans les 3 prochains mois uniquement. Donc ça veut dire qu'on a le temps et la possibilité de mettre en place toutes ces actions. Deuxième grand niveau, c'est tout ce qui est gestion des investissements, donc tout ce qui est le cash flow des investissements, donc tout ce qui est l'utilisation du cash flow vers des investissements. Et là, l'objectif primordial, c'est évidemment d'essayer de limiter l'utilisation de cash ou même d'en- d'obtenir du nouveau cash, mais surtout l'objectif principal, c'est de préserver le futur. Préserver le futur pour la reprise, pour vous trouver dans une situation qui vous permettra justement d'être plus fort à la reprise. Première étape, c'est d'identifier les investissements vitaux à la continuité de l'exploitation de l'entreprise, que ce soit en termes de production, de système d'information, de supply chain, distribution, etc. Et d'évaluer la possibilité d'éliminer tous les autres. Donc il faut une approche systématique, rigoureuse et parfois douloureuse de revue de ces différents types d'investissements. De choisir les projets d'investissement qui pourraient être retardés, quelle durée, ou être totalement abandonnés en fonction des scénarios de fin de crise et de leur nature stratégique. Le troisième point, c'est de faire un état des lieux des actifs non stratégiques. C'est un bon moment pour avoir une révision du portefeuille d'activités notamment et des actifs non stratégiques. Donc cela peut donner lieu à une vente à des prix cassés ou des prix intéressants
lorsque la société se désengage d'activités qui n'étaient plus stratégiques, mais dont on avait un peu retardé la vente. Quatrième étape, c'est de revoir l'ensemble des programmes d'investissement en fonction des modifications des délais de vos ambitions stratégiques. Bien évidemment, vous avez un plan stratégique, vous avez prévu de faire un certain nombre d'investissements, vous avez un certain nombre d'investissements qui sont déjà engagés peut-être dans ce cadre de ce projet, avec peut-être des ambitions importantes. Peut-être que vous avez déjà, vous étiez sur le point de faire des offres pour des acquisitions ou des développements à l'étranger, etc. Chacun de ces programmes doit être revu en fonction d'un ajustement de vos ambitions stratégiques dans un contexte global, et ceci dépendant évidemment de chacun des secteurs, qui sera beaucoup plus morose, tant en France qu'à l'étranger. Enfin, c'est d'accélérer les investissements sur des projets prêts à être lancés. C'est très important selon leur impact sur les coûts cash de votre exploitation. Des projets d'automation, par exemple, des projets d'utilisation d'intelligence artificielle, d'externalisation, de création ou d'utilisation de centres d'appel, de robotisation. Enfin bref, tout un certain nombre de projets qui vont devenir essentiels pour pouvoir réduire vos coûts et permettre une génération supplémentaire de cash. Ces projets-là, vous les avez peut-être programmés sur une période assez longue. Il faut les revoir et les programmer en urgence. Le troisième grand niveau de la planification financière stratégique, c'est le financement. Bien évidemment, ici, l'objectif numéro un, c'est sécuriser les besoins de financement sur une période longue, entre 12 et 18 mois, et évidemment beaucoup plus longue par la suite, mais pas simplement sur le court terme. Sur le court terme, il sera sans doute possible de trouver des facilités de crédit, à condition qu'il y ait des garanties de l'État. Il sera possible peut-être d'utiliser des lignes de crédit existantes, mais tout cela va avoir une limite. Et donc, passer en revue les utilisations de crédit existantes, évaluer l'impact de la crise sur les covenants, par exemple, est très important. Il ne faut pas que vous trouviez, selon les scénarios de cash prévus, dans une situation où vos covenants deviennent de plus en plus impossibles à, euh, à suivre. Deuxième point, c'est d'évaluer les risques et l'impact sur le fricage de l'utilisation de lignes de crédit non tirées. C'est un vrai sujet si on a eu des autorisations de lignes de crédit, mais qui n'ont jamais été tirées auparavant. Euh, les utiliser est très tentant, mais il faut en voir quelle est l'implication pour le repaiement et le remboursement des lignes et des prêts dans dans la période suivante, qui risque de ne pas être aussi favorable que les périodes que vous avez connues auparavant. Troisième point, c'est déterminer les marges de manœuvre pour renégocier les crédits existants. Les banques, les fonds de dette et d'autres opérateurs, la BPI par exemple. Bon, c'est sans doute un vœu pieux, c'est sans doute très difficile dans les circonstances actuelles, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer. Et qu'il faut essayer, et vous l'avez sans doute déjà fait, en partie dans cette première période de crise. Mais il faut aller voir les banquiers, aller voir vos partenaires de fonds de dette, par exemple, de leur présenter de nouvelles projections, de leur proposer des scénarios réalistes pour que vous les convainquiez que, en fait, l'entreprise a évidemment la possibilité de passer la crise, mais également la possibilité de repayer ses crédits. Faire une revue exhaustive des facilités proposées par l'État, les garanties et les crédits, tout en sachant encore une fois que ces facilités, notamment les crédits, vont devoir être remboursés. Alors, si vous êtes en LBO, comme à peu près 5000 entreprises en France, ne comptez pas sur votre fonds de private equity pour vous financer, car les fonds ont des limites de réinvestissement. Donc, elles peuvent pas, les fonds en général, ne peuvent pas remettre dans leur participation, les fonds de LBO notamment, d'autant moins que si évidemment il n'y a plus de possibilité de verser des dividendes, le repaiement des lignes au niveau de la holding de tête pourra être extrêmement difficile.
Voilà les différents éléments et l'approche que nous préconisons. En fait, notre approche INUO 100-360, Full Cash Impact, c'est une méthode qui a fait ses preuves. La méthodologie, c'est-à-dire l'approche systématique de recherche, euh, soit de réduction de coûts, comme nous le faisons très, très souvent, soit de la mise en place de nouveaux axes de génération de croissance rentable. Elle s'applique totalement aujourd'hui à la gestion cash de l'entreprise. Donc, trois grandes étapes. Une première étape de prise de connaissance de la situation. Nous intervenons très rapidement pour comprendre la situation avec des entretiens, une première identification, un premier chiffrage. Donc, dès la première semaine, nous pouvons vous donner déjà une idée des améliorations possibles, de préparer toute l'approche 360, c'est-à-dire différentes étapes de mise en œuvre de la recherche de cash à travers l'entreprise. Évidemment, à travers les discussions, de comprendre quel est votre intérêt et quel soutien nous pourrons trouver dans le management par le management du processus qui risque d'être parfois un peu douloureux. Deuxième niveau, c'est notre processus d'évaluation 100-360. Donc, d'abord, dans ce cas-ci, ça passe par l'élaboration de scénarios. Après, d'une manière systématique, en utilisant le modèle dont j'ai parlé et les simulations que nous pouvons faire de besoins de génération et de génération de cash, ça permet toutes les initiatives qui, d'une manière très systématique, et en déduire les grandes lignes du plan de route. Tout ceci passe par une quantification, une qualification des enjeux et un détail de plan de route. La réussite d'un projet 100-360 est pas simplement liée à la qualité de l'analyse, à l'utilisation des méthodologies, mais également d'avoir une approche très systématique d'exécution. Et donc la méthode de travail que nous mettons en place s'appuie sur une discipline d'exécution extrêmement rigoureuse. Et dans une période de crise, évidemment, vous ne pouvez que souhaiter ce type d'exécution. Alors, à partir de ceci, vous aurez des revues et des livraisons de résultats hebdomadaires. Nous avons une équipe senior et expérimentée sur le terrain. Donc, la caractéristique d'INEO Strategic Impact, c'est d'avoir des gens très seniors, très expérimentés, qui connaissent votre secteur, qui ont dirigé des entreprises ou qui ont été CFO ou autres dans des entreprises et qui connaissent exactement la nature des problématiques que vous pouvez rencontrer. Des résultats hebdomadaires et validés par votre équipe. Des changements de comportement positifs sur le terrain. Donc l'objectif, c'est pas simplement de trouver des améliorations possibles, mais de convaincre et de préparer les changements sur le terrain, avec vos équipes sur le terrain. Et un transfert de connaissances et une formation sur le tas. Tout ceci, c'est une méthodologie, c'est quelque chose qui est géré d'une manière quasi militaire, j'allais dire, une discipline d'exécution qui permet d'arriver à des résultats dans des délais raisonnablement courts. Alors, quels sont ces résultats? Ce que nous appelons un nouveau paradigme, une nouvelle approche de management. C'est d'abord un alignement complet avec votre stratégie et vos objectifs, une méthode pérenne de gestion de crise et une modification des modes de management. Une génération rapide de cash et une relation avec vous et votre équipe sur la durée. Voilà. INEO Strategic Impact, c'est une équipe de professionnels aguerris et très expérimentés qui interviennent auprès de vos équipes, avec votre équipe, pour obtenir des résultats très rapidement. INEO Strategic Impact est également composé d'experts partenaires associés aguerris aux méthodes du conseil et au management et qui ont une expérience sectorielle pointue dans de nombreux domaines. Nous pouvons par suite intervenir dans de très nombreux secteurs. Nous avons également un partenariat avec le groupe Eurogroup Company qui rassemble des compétences de haut niveau de transformation d'entreprise, mais également dans le digital, dans la supply chain et dans les ressources humaines.
Enfin, nous avons un réseau international qui nous permet d'intervenir dans de très nombreuses géographies avec nos équipes sur le terrain à travers le monde. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements ou simplement pour discuter de votre situation. Nous restons à votre disposition et nous souhaitons bonne chance dans la poursuite de la crise.